L'agriculture est un tournant majeur dans l'histoire humaine. C'est le développement de l'agriculture qui a permis la sédentarisation, la formation de villages puis de villes. Pendant des millénaires, l'homme a modifié son environnement pour l'adapter à ce nouveau mode de production. Ainsi, l'homme a changé son mode d'alimentation, son mode de vie, mais il a aussi changé son rapport avec les autres espèces. Il y a seulement quelques décennies est apparue l'agriculture dite industrielle, soutenue par la mécanisation et la chimie. La production, devenue exponentielle, est aujourd'hui responsable de 70% de la disparition du tissu du vivant, de ce que l'on nomme la biodiversité. Le constat est sans appel. Alors, ci et là, des solutions fleurissent pour inverser la tendance, où des hommes et des femmes travaillent à repenser notre modèle agricole, en privilégiant la nature et son pouvoir régénérateur. Ici, en Corse, aux portes d'Ajaccio, sur un domaine de 13 hectares, ces hommes et ces femmes innovent, cherchant à produire de la manière la plus respectueuse possible. Ce ne sont pas des utopistes, juste des agriculteurs qui ont pris conscience des enjeux planétaires et se servent de leur savoir pour inventer, répondre à cet immense défi qui se dresse désormais face à nous. Car les scientifiques sont formels. Il ne reste qu'une 60aine d'années avant de rompre définitivement l'équilibre planétaire. 60 ans, c'est 60 récoltes, ni plus ni moins. C'est très peu quand on y songe. Mais pour ces nouveaux agriculteurs, cela suffit pour changer l'avenir en un monde meilleur. Chaque domaine possède sa propre histoire. Celle de la famille Sigurani est pleine de surprises à bien des égards. Dans les années 70-75, mon père a été amené à acheter une carrière dont il avait besoin pour construire des immeubles qu'il faisait en pierre de taille. Pour avoir cette carrière, il a été obligé d'acheter les 13 hectares qui allaient autour, ce qui finalement a été la meilleure affaire que notre famille ait faite. Ah, c'était complètement un visionnaire. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement pragmatique, qui a toujours su s'entourer des compétences. Les compétences, il ne les avait pas. Il est allé les chercher à l'INRA, voilà, auprès d'un monsieur qui s'appelait monsieur Vogel, avec lequel ils ont carrément créé un arboretum ici. Il a discuté avec lui, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça. Ce serait intéressant de conserver ça, parce que nous, à l'INRA, on ne peut plus le conserver. Donc ici, vous avez un certain nombre d'espèces d'avocats qu'on ne trouve plus ailleurs. Tout est venu de cette espèce de rêve que lui pouvait avoir à cette époque. Et donc il a lancé tout ça à un moment où les autres se demandaient mais qu'est-ce qu'il fait quoi, et pourquoi hein. Ben, l'avenir a prouvé qu'il avait raison quoi. 40 ans plus tard, ce verger est unique. Aujourd'hui, le paysage de carrière a bien changé. L'extraction de la pierre de taille s'est arrêtée dans les années 90. Jean-Marcel et ses 2 enfants ont alors eu l'idée de mettre en culture cette terre délaissée. Il y avait le verger d'avocatiers et d'agrumes sur les parcelles au nord. Ils décidèrent d'implanter un jardin familial au sud, là où jadis les camions chargés de pierres circulaient. Le hasard, peut-être, leur fit rencontrer M. Fabien Tournant, un ingénieur agronome spécialisé dans l'accompagnement des agriculteurs pour une transition agricole raisonnée. Fabien revenait d'Afrique, où il avait passé 17 ans à combattre l'aridité, la désertification et l'appauvrissement des sols. Il cherchait des lieux pour mettre en application des savoirs et développer des modèles d'agriculture raisonnée. Ce fut le coup de foudre et le départ d'une belle aventure. La création d'un jardin pilote en permaculture dans ce lieu déserté. Tous ensemble, ils se mirent à réhabiliter les lieux en privilégiant la nature afin d'édifier un modèle de production respectueux de la vie, pouvant allier productivité et biodiversité. Une belle patate douce. La récolte promet.
Sur la planète Terre, végétaux et animaux n'ont eu de cesse d'évoluer ensemble, depuis leurs origines, créant sans cesse des liens d'interdépendance de plus en plus complexes. Aucune espèce ne peut survivre seule, et le cycle du végétal est au fondement même de tout ce qui vit sur Terre ou dans les mers. Les plantes sont les poumons de notre planète. Elles absorbent le gaz carbonique de l'atmosphère et le transforment en oxygène. Elles sont aussi essentielles pour réguler la température de la Terre et l'équilibre de l'eau sur la planète. Le sol et les mers, c'est les deux éléments qui permettent de stocker du CO2 et de relâcher de l'oxygène. Et le sol, les végétaux, c'est leur rôle. Les plantes et la règne végétale, il est juste là pour transformer le CO2 en oxygène. C'est quoi le cycle de la photosynthèse? On a besoin d'énergie. Tout est énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est le soleil. Les plantes, elles prennent l'énergie solaire. De cette énergie solaire, elles ont besoin du carbone. Elles transforment ce carbone en oxygène. Et la photosynthèse, ça vient transformer ce carbone en sève élaborée, en sucre. Et le sucre va commencer à nourrir tout le processus de vie. Et à partir de là, c'est un cycle vertueux entre carbone, photosynthèse, création de matière organique et vie du sol. Aujourd'hui, les scientifiques ont pu mesurer l'extraordinaire pouvoir d'absorption du CO2 par un sol vivant. Car il n'y a pas que les plantes qui consomment du CO2. Tous les micro-organismes, les bactéries qui forment l'humus d'un sol bien vivant absorbent du CO2 et le transforment en nutriments, en oxygène. C'est dans cet humus riche et fertile que réside toute la magie de la vie sur Terre. Car sans cette vie du sol, rien ne pousserait à la surface. Le problème du schéma de l'après-guerre pour relancer l'économie, c'est on a fait rentrer des tracteurs, la population a quitté les champs pour aller dans les villes, et à partir de là, on a employé des techniques qui est comme le labour, qui est on prend le sol, on met la couche qui est vivante, qui sert aux plantes à vie, donc toute cette microbiologie en dessous, et la couche du sous-sol où il n'y a pas de vie, il n'y a plus de nutriments, on la met au-dessus, et du coup on vient appauvrir nos sols, on vient tuer nos sols, et dessus il y a tout un cycle d'érosion, il y a tout un cycle qui arrive, qui ne permet plus au sol, tout simplement, de fonctionner convenablement, et là on est obligé de faire entrer des produits chimiques, des pesticides, et là on commence à déséquilibrer, polluer nos sols, polluer nos nappes, polluer notre alimentation, et on commence à devenir malade. Le labour est donc une technique aux limites importantes, mais elle répond au besoin de produire en grande quantité pour nourrir le plus grand nombre. Une nécessité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y avait tant de bouches à nourrir. On a une belle grappe de raisin. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le raisin blanc. Là, on a des belles grappes de raisin noir. J'adore le raisin noir. Est-il possible de mettre en place d'autres techniques répondant aux mêmes impératifs de production? Est-il possible de faire cela maintenant, alors que bien des sols ont été labourés durablement? Oui, peut-on redonner vie à un sol trop longtemps labouré?
Pour régénérer un sol, même en milieu désertique, il nous faut des graines, de la terre, de l'eau. Grâce aux plantes, on va créer de la biomasse, la partie extérieure, et on va créer un système racinaire. Le système racinaire, il va nous permettre de capter l'eau de ruissellement. C'est-à-dire que les racines, elles vont stocker de l'eau. Elles vont remettre de l'humidité dans le sol. L'humidité va permettre à la microbiologie du sol d'être présente. La biomasse au-dessus du sol, ça va créer de la nourriture pour le sol. C'est-à-dire qu'on met une graine, elle pousse, ça fait des racines, ça fait de la biomasse. On va couper cette biomasse qui va venir couvrir le sol, donc on va avoir moins d'évapotranspiration. Donc on va garder un maximum d'eau dans notre sol qui va permettre à notre microbiologie d'être présente et toute la matière organique qui est au-dessus, elle va se transformer en nourriture pour notre sol. Et à partir de là, on reprend le cycle de régénération des sols. Ces graines, c'est des graines d'engrais verts. Elles ont le pouvoir de restaurer les sols. Donc on a des graines de pois. C'est la famille des légumineuses. Ça fait beaucoup de biomasse et ça participe à stocker un petit peu d'azote dans le sol. On a le radis fourragé. Ça, sur les sols très compacts, ça permet d'ouvrir et aérer le sol. On a aussi du tournesol. Le tournesol, il fait beaucoup de biomasse et il est mellifère. Et on a nos graminées de l'avoine noire. Les graminées, elles ont un gros potentiel de faire énormément de systèmes racinaires dans le sol et aussi de la biomasse. Quand on a un sol qui est mort ou qu'on veut régénérer, on peut se permettre d'utiliser des machines pour ouvrir le sol, pour pouvoir casser cette croûte qui est super dure, qui ne va pas être profitable pour que les plantes puissent se développer. Donc la première étape pour régénérer un sol, c'est qu'on va ouvrir le sol. On va le griffer, on ne va pas le labourer, on va juste remuer la première couche ensemble. Après on va semer nos graines, après on va irriguer, on va attendre la pluie et à partir de là, le processus de régénération où la graine va germer, va commencer à avoir un système racinaire, il va y avoir une capacité de rétention d'eau, et à partir de là, tout se remet en marche. Quand on a une mauvaise flore intestinale, on voit qu'on n'arrive pas à assimiler les nutriments et on voit qu'on commence à tomber malade, on commence à avoir des carences. Le sol, c'est exactement pareil. Si le sol n'est pas en bonne santé, comme un être humain avec une flore intestinale qui lui permet d'assimiler ces nutriments et d'être en bonne santé, eh ben, le sol n'a plus sa capacité de stocker le carbone et de donner les éléments nutritifs aux plantes qui nous nourrissent. Une solution s'impose alors, redonner de la matière organique au sol. Le moyen le plus aisé et le plus naturel, Dernière couche de botte. C'est le compostage. Le compostage, c'est quoi? C'est la transformation et l'optimisation des matières organiques en nourriture pour le sol et pour les plantes. Le compost, simplement, c'est l'ancêtre des produits chimiques. Les anciens n'avaient pas de produits chimiques. Les anciens, ils recyclaient la matière organique, ils la bonifiaient, ils la transformaient pour pouvoir entretenir leur sol. Le compost est clairement un engrais pour retrouver des sols fertiles. Qu'est-ce qu'on a comme matière organique autour de nous? Ça peut être des feuilles d'arbres, du broyat, des déchets d'assiette, des fientes de poule, le fumier. Et tout ça, c'est juste comme des ingrédients de cuisine, hein. Vous prenez une première couche de paille, après vous allez mettre de l'herbe fraîche, après vous allez mettre des déchets de cuisine, après vous allez mettre une couche de broyat. Entre toutes ces couches, vous mettez un petit peu de sauce. C'est l'eau, c'est l'activateur. Ce qui est intéressant dans le processus de transformation des matières organiques en compost, c'est que grâce à de l'eau
et différents types de matières organiques, il va y avoir comme une fermentation. Il va y avoir une transformation et un développement de colonies de bactéries. Il va y avoir les vers de terre et qui vont transformer toutes ces matières organiques en nourriture assimilable par les plantes et par le sol. Et en quelques semaines et en quelques mois, on arrive à avoir comme un plat cuisiné pour nos plantes et pour notre sol. Le compost, c'est une grande cuisine avec des bactéries, des mycorhizes, des vers de terre, et eux, ils vont vous préparer votre engrais. Dans la culture domestiquée, dans ces imports-exports, c'est que si on regarde avant comment ça se passait, on va prendre les maraîchers de Paris. Avant, les maraîchers de Paris, ils avaient un rôle très important. Ils apportaient des légumes à la capitale, et en repartant, ils prenaient tous les fumiers et pailles des écuries, et ils récupéraient aussi tous les pots de chambre. C'est-à-dire la nourriture qu'ils apportaient, qui était digérée par des intestins et qui devenait un déchet, et qui venait de leur culture, ils le réintégraient à l'intérieur, et du coup ils arrivaient à gérer leur fertilité import-export, parce que toute leur nourriture qu'ils apportaient, ils le remettaient sur leur terre. Et ça fonctionnait très très bien. L'homme, dans sa volonté de produire, a ainsi perdu la vertu d'une agriculture résiliente. Cependant, en 1970, un biologiste australien, Bill Mollison, et son élève David Holmgren élaborent l'origine de la permaculture. Leur démarche est simple. Elle tient sur 3 principes. Observer la nature, la comprendre et reproduire son fonctionnement dans un système agricole qui prend soin de la terre, soin des hommes, tout en créant l'abondance. Ce qui est intéressant dans la permaculture, c'est que le modèle, c'est la nature. Comment la nature se comporte pour créer l'abondance, créer la richesse, et comment nous, dans nos modèles de production, on peut imiter la nature pour garder cette richesse et garder cette abondance. Donc là, on voit un jardin très très fourni. On a un petit peu surélevé nos plants avec différentes choses. Là, on a fait de la récupération de tuiles en terre cuite. Donc c'est intéressant. Elle garde pas mal d'humidité. Donc là, on a une petite coupe. Donc on voit un petit peu ce qui se passe. Là, on a un petit peu des racines. Donc on voit, on a fait un petit mélange comme des lasagnes de différentes choses où on a pu mettre un petit peu de bois. On a des feuilles. Et à l'intérieur, on voit c'est assez humide. Ça sent un peu le champignon. C'est une odeur très agréable. On voit que dans la nature, il y a des plantes qui s'accompagnent et il y a des plantes qui ne s'aiment pas. Donc quand on arrive à reproduire sur petite et moyenne surface, parce qu'il est très dur sur grande surface de mélanger toutes les espèces, ça devient un grand bazar au niveau de l'organisation. Mais effectivement, à petite et moyenne échelle, pouvoir faire du compagnonnage d'espèces, on peut gagner de la rentabilité au mètre carré et on peut aussi avoir des symbioses très intéressantes au niveau de la culture. Donc là, on a des tomates. Les tomates, il y en a un peu partout, peut-être par ici, ce sera pas mal. Elles sont assez juteuses. Il y a de la graine. Ouais, ça sent déjà la tomate. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est très très bon. Sinon, vous voyez, dans nos cultures, on a aussi des plantes aromatiques comme la sauge. C'est une plante très puissante. Ça sent super bon. Donc, au niveau du printemps, on va commencer à tailler tout ça pour réintégrer un petit peu d'autres légumes. Et on va laisser, après la saison, faire repousser. Puis on va tailler. On va pouvoir se préparer juste toutes les tisanes pour l'hiver et pour le printemps. Donc voilà notre petit jardin. On va continuer. Alors ici, au milieu de notre jardin qui trône, c'est un kaki. Donc le kaki, c'est chouette. Il nous prépare les fruits pour l'automne. On va pouvoir manger des fruits pleins de vitamines pour se préparer à l'hiver. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait une belle zone d'ombre aussi quand on travaille au jardin, qu'on veut se reposer un petit peu. Et c'est très très productif. Allez, on continue. Hop. Ah, on a quelques beaux fruits par ici.
Donc là on voit aussi il y a nos amis les abeilles, parce que ce qui est intéressant dans toutes les plantes que vous avez autour, c'est qu'en fait ça fait revenir beaucoup de pollinisateurs, et on a fait une succession de plantes qui a des floraisons à différentes époques. Du coup, on a de quoi accueillir tous nos pollinisateurs sur toute la saison. Donc ça, c'est très intéressant que quand vous allez faire votre tri de plantes, que vous puissiez faire attention à la floraison et savoir si vos plantes sont mellifères pour pouvoir étager sur votre calendrier et pouvoir accueillir toute votre faune. Donc là, on a eu des beaux fruits. Donc ça va être plutôt pour de la soupe quand c'est des gabarits comme ça. Ou sinon, on le transforme. Et pareil, soit on fait des bocaux ou des conserves. On dit que la nature est source d'inspiration, et c'est vrai. Mais elle est aussi source d'information. Il suffit de l'observer. Là où les graines ont germé, là où les oiseaux se sont posés, de grands arbres ont poussé et ont formé des bosquets, trahissant la présence de l'eau. Il demeure alors évident pour tout agriculteur raisonné de s'implanter dans ce lieu naturellement productif. Alors, ce qui est intéressant dans la conception de ce jardin, c'est que si vous observez, on n'a aucune ligne droite. C'est que là, on a fait attention au chemin de l'eau. Donc le chemin de l'eau, c'est quoi? C'est on a fait attention à la topographie du lieu. Et on a essayé de se mettre perpendiculaire à la pente pour que l'eau de ruissellement puisse être arrêtée par nos lits de culture, qui sont ici, et rentrer dans le sol, dans la nappe, et hydrater toute la couche où il y a les racines. Donc ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est que même à plus grande échelle, on pourrait réinstaller toutes les grandes cultures où avant, dans le paysage français, on avait énormément de haies partout. Et le rôle des haies, c'est si on regardait les systèmes racinaires, les plantes, les légumes, ils ont des tout petits systèmes racinaires qui ne durent pas longtemps. Mais par contre, les arbres, ils ont des immenses racines. Et quand l'eau passe et ruisselle, ça fait comme des capteurs d'eau. En plus, les arbres, ils accueillent les oiseaux, les animaux. Et là, on a toutes les fientes. Les fientes, c'est quoi? C'est de la matière organique qui est prédigérée dans les intestins des animaux, donc qui se charge en bactéries et qui retourne au sol. Et ça, pareil, ça fait des petits inoculateurs qui permettent de redonner de la microbiologie au sol. Donc on voit bien que la biodiversité, on pourrait l'installer facilement sans porter préjudice à ces grandes cultures. C'est juste une question d'organisation. Donc là maintenant on va aller faire un tour sur l'optimisation des lits. Donc là, sur nos lits de culture, on a du compagnonnage et différents types de légumes qui poussent ensemble. On peut donner un exemple de permaculture, ça s'appelle un guild. Un guild, c'est une composition diversifiée. On va prendre des courges. Des courges, ça va faire le couvre-sol, ça nappe le sol, ça fait de l'ombre, ça couvre le sol. Après, on va prendre un maïs. Le maïs, il va monter vers le ciel. Et après, on va prendre un haricot grimpant. L'haricot va se servir du maïs pour grimper et pour pouvoir s'épanouir. Alors, comment on s'est organisé? Là, on voit plusieurs types de légumes. Donc là, on a des légumes fruits, des aubergines, c'est des solanacées. Là, on a un légume grimpant, une légumineux, qui a aussi le potentiel de remettre un peu d'azote dans le sol et de créer pas mal de biomasse. Et un peu plus loin, on a des légumes feuilles, des blettes. Donc on voit que ce sont des légumes qui ont différents besoins, qui ont différentes strates, et donc on arrive à les faire pousser ensemble. Par exemple, les haricots, ils vont faire un mur pour le vent. Ils sont à taille d'homme, on peut récolter les haricots facilement. Et sur le côté, on a nos autres légumes qui ne se gênent pas. La blette, ça pousse rapidement. On peut en cueillir presque pendant 4 mois. Les aubergines, elles vont être tardives. Et les haricots, ils vont être précoces. C'est-à-dire que là, sur le même nombre de mètres carrés, on a
une culture précoce, les haricots, qui va nous donner une première culture, avec tout de suite les blettes et un petit peu plus tard les aubergines. Donc on arrive à mutualiser plusieurs légumes et à optimiser le coût et le rendement au mètre carré. Quand on n'a pas beaucoup de place, et l'intérêt c'est ça, c'est comment on peut occuper le moins de place possible et faire pousser le plus de légumes possible au niveau que la rentabilité soit en équilibre, tout en gardant une vie du sol qui est présente et en zéro phyto, zéro produit chimique, juste avec des déchets organiques pour amender notre sol. Si on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Donc là on voit qu'en dessous nos bâches, on a de la matière organique. Alors pourquoi on a décidé de travailler avec des bâches? C'est que là on est sur un lieu de production et le coût du désherbage et le coût pour pouvoir avoir des légumes qui ne soient pas en compétition avec des plantes sauvages qui ont un gros potentiel de pouvoir se nourrir. Donc on a choisi de mettre des bâches. Mais en dessous, on a toujours notre matière organique. Comme au-dessus en permaculture, on voyait, on a du paillage et différentes matières organiques pour couvrir le sol. Là, on a la même chose, sauf qu'on l'a en dessous. Et on se sert de la toile, qui est une toile qui dure entre 10 et 15 ans. C'est la toile très solide. Donc on s'en sert comme un couvre-sol en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que sous les bâches, on a aussi la microbiologie, les vers de terre et les insectes qui souvent optimisent. C'est comme une recette de cuisine, on a une cocotte à basse température et qui vient transformer les matières de façon plus rapide. Et donc là, sous les bâches, ce qui est intéressant, c'est que la transformation des matières organiques va très très vite et du coup, on a une redistribution et un accès à la nutrition de nos matières organiques beaucoup plus rapidement en ayant beaucoup moins de travail. Alors là, c'est les haricots rouges que vous voyez ici. Alors, c'est vrai que quand on est petit, on apprend la différence entre fruits et légumes pour le sucré salé, sauf qu'en biologie, le fruit, c'est l'organe de la plante qui porte les graines. Donc même ça, c'est le fruit. Et en fait, cette partie-là, elle a voué à se planquer. Elle se cache dans les plantes pour justement faire survivre, refaire une nouvelle plante l'année suivante. Donc c'est pour ça que là, les haricots rouges sur des tiges rouges, c'est un petit peu difficile à trouver. Mais une fois qu'on a l'œil, hop, on les a juste après les fleurs. Les belles fleurs violettes que vous voyez ici. On a les beaux haricots rouges. Et ceux-là, une fois qu'on les cuit, ils deviennent verts. Ils sont tout fondants et tout délicieux. Ok, donc là on est au niveau des aubergines. Donc là on va essayer de récupérer des aubergines pour la semence. Donc on va essayer de prendre les plus matures, celles qui sont les plus foncées. On va essayer de faire attention à qu'il n'y ait plus de vert. Donc là par exemple on voit ici qu'il y a encore du vert, donc là elles sont toutes petites. Et même là on voit plein de petits points verts et des fois des traits. Donc celle-là elle paraît pas mal du tout. Ce qui est magique avec la nature, c'est qu'on voit qu'elle est très généreuse. Quand on ouvre un fruit, on s'aperçoit que par exemple une aubergine va avoir peut-être 800, 1000, 1500 graines dedans. C'est vraiment assez fantastique. Il y a très longtemps, les hommes ont appris à modifier les plants par la simple sélection des graines. La plupart des légumes que l'on plante aujourd'hui sont en effet issus d'une longue sélection génétique, entièrement naturelle, fondée sur les seules caractéristiques des plants que l'on désire reproduire. Ainsi, en choisissant les graines des légumes les plus charnus, on obtient des plants qui donnent de gros légumes. Si l'on sélectionne les graines des légumes les plus précoces, on obtient des plants qui arrivent plus vite à maturité. L'inverse est bien entendu possible, en choisissant les graines des légumes tardifs. L'agriculteur est donc pleinement acteur de ses productions, les optimisant au fil des années selon ses propres critères ou besoins. Il opère ainsi une sélection génétique totalement naturelle qui vise à améliorer ses productions sans aucune manipulation chimique. On a aussi ramassé des tomates qui étaient complètement desséchées sur le pied. Et donc ça,
c'est des tomates qui sont arrivées en surmaturité. Donc on est sûr que la génétique de cette tomate va être complète. C'est comme un petit peu comme les enfants, quoi. Une gestation de 9 mois, ça fait des enfants qui sont bien formés. C'est pareil pour les graines. Plus une graine elle arrive à maturité, plus elle a un potentiel de pouvoir s'exprimer. Alors là d'abord on va essayer de casser toutes les petites mottes pour essayer de faire de la terre la plus fine possible avec ce terreau pour pouvoir faire nos semis de courge. Et après cette terre là, hop, on va remplir les petits pots. Alors on remplit bien sans trop tasser. Hop, on se fait un petit peu de place délicatement pour la graine. Et après on va pouvoir mettre nos graines de courge. Alors, la distance, normalement, la taille, la profondeur, c'est 2 fois et demi la taille de la graine. Alors, c'est 2 fois et demi l'épaisseur de la graine. Donc là, hop, on met les graines. Tout le monde a sa petite graine. Et on remet un petit peu de terreau par-dessus. Donc là, on a nos graines, notre terre. Il faut 3 choses pour que ça pousse. Du soleil et de l'eau. Pour réveiller la graine, pour lui dire c'est bon, tu peux sortir. Le monde végétal domestiqué n'est pas un monde totalement naturel. Non, il est le fruit d'une longue sélection génétique opérée par l'homme depuis des millénaires. C'est un monde recréé, mais qui conserve toute son harmonie. Les variétés sont certes sélectionnées, mais elles poussent naturellement dans un environnement en équilibre où chacune trouve sa place et profite aux autres. L'homme n'y agit qu'en tant que metteur en scène pour sublimer ce monde végétal tout en cherchant à le protéger. Et dans ces jardins de permaculture où la nature demeure l'unique clé de voûte, toute la vie organique s'imbrique et se mélange dans des relations de soutien et d'entraide. Les grosses racines drainent les sols en profondeur, aidant les petites à se nourrir, tandis que les larges feuillages offrent un peu d'ombre aux plantes plus chétives. Et tout autour, des myriades d'insectes virevoltent, aidant les uns et les autres à transporter leur pollen de fleur en fleur. Une très grosse partie des espèces vivantes parmi les plantes dans la nature ont besoin d'une pollinisation faite par un insecte extérieur. Alors c'est pas toujours l'abeille, ça peut être le bourdon, ça peut être des abeilles, il y en a plus de 3000 espèces, il y a plein d'abeilles sauvages et tout, chacune a son travail. Mais l'abeille c'est vraiment celle qui pendant la saison va être en nombre pour pouvoir faire cette action de pollinisation au mieux. Et après, elle a quand même un rayonnement autour de sa colonie qui est assez conséquent. Elle tourne c'est dans les 5 km autour de la colonie. Donc sur les 5 km, elle va aller visiter toutes les espèces en travaillant en plus de manière consciencieuse. C'est-à-dire que quand elle commence à travailler une espèce, elle va continuer sur cette espèce jusqu'à avoir fait le plein et avant de rentrer. Donc après, elle fait le plein et elle rentre. Donc elle va avoir butiné toutes les fleurs d'avocatier, toutes les fleurs de clémentinier. Donc la pollinisation, elle est d'autant plus efficace. Toute la vie s'imbrique dans ce jardin luxuriant. Et les pollinisateurs y ont un rôle prépondérant. 90% des plantes à fleurs dépendent des insectes pour leur reproduction. En butinant les fleurs, ces insectes s'enduisent les pattes et le corps de pollen et le transportent ainsi de fleur en fleur, assurant sans le vouloir la fécondation des plantes. Sans insectes, le pollen resterait dans chaque fleur et les échanges seraient très rares. Grâce à eux, la reproduction est augmentée de 40% de légumes en plus de 50% pour les agrumes. Les écosystèmes aquatiques sont très importants
parce que ce sont des lieux, c'est comme des bars à insectes, c'est des lieux où les pollinisateurs peuvent venir trouver refuge et donc participer à la productivité du lieu. Un jardin qui n'a pas d'abeilles, c'est un jardin qui va produire 40% voire 50% moins que s'il a des abeilles. Le bar à insectes, c'est intéressant, c'est qu'il fait venir les pollinisateurs et il fait venir aussi des prédateurs de différents insectes. Et à partir de là, on voit que plus on met de la biodiversité, plus on met des ingrédients de biodiversité, plus on arrive à rétablir un équilibre. Par exemple, notre bar à insectes, on va avoir des grenouilles, on va avoir des poissons, on va avoir des libellules, on va avoir des abeilles, on va avoir des guêpes, on va avoir des frelons, on va avoir des oiseaux, on va avoir des lézards, on va avoir des couleuvres. Par exemple, les couleuvres, elles mangent les mulots, elles mangent les rats. S'il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de couleuvre. Donc on voit bien que ces écosystèmes accueillent tous les protagonistes pour une culture généreuse et en équilibre. Cette tortue d'Hermann, communément appelée tortue des morts, sera elle aussi un farouche prédateur. Pas d'insectes, car elle affectionne plutôt les orties, les pissenlits, les liserons des champs et voire même les pâquerettes. Ici, dans ce jardin, elle traquera le fruit tombé de l'arbre. Elle aussi prélèvera sa part. L'équilibre est donné. Sur la plaine orientale, d'autres agriculteurs cultivent eux aussi, en se servant de la biodiversité naturelle comme rempart contre les insectes ravageurs des récoltes. On peut se permettre de faire de la culture raisonnée parce qu'il y a une biodiversité en Corse. On a toutes les cultures en Corse. Des céréales, en passant par les agrumes, les vignes, l'élevage, tout, le maraîchage. Et donc, on a moindre souci avec les insectes. On a beaucoup d'auxiliaires qui viennent naturellement. Vous voyez, tout autour de nous, il y a des haies, il y a des petits champs, des petites parcelles. Et tout ça, ça favorise la biodiversité et la nature se défend toute seule. Au nord de la Corse, les ingénieurs agronomes de l'INRA travaillent à mettre au point des solutions d'avenir pour une agriculture raisonnée et raisonnable. Eux aussi travaillent à développer des stratégies pour augmenter le nombre d'auxiliaires sur les sites de production agricole. Ici, je vais faire des battages au sein des parcelles afin de suivre les populations différentes d'auxiliaires, potentiellement des coccinelles ou des chrysopes. Et par exemple ici, on peut voir qu'on a un des auxiliaires qu'on recherche, c'est une chrysope qu'on peut voir ici, et qui sous la forme adulte ne va pas forcément se nourrir de certains ravageurs, mais sous forme de larve va être une très grande consommatrice de cochenilles, de pucerons et également du psylle africain qui peut transmettre la maladie du HLB. Cette demoiselle aux yeux d'or s'avère être un puissant auxiliaire, tout comme cette coccinelle prédatrice de pucerons. Ici, on est donc face à un hôtel à insectes. On peut voir qu'il y a différents compartiments. En bas, on a toute une rangée de bûches percées avec différentes essences de bois. On va voir qu'il y a par exemple certains endroits qui sont déjà occupés, où on va avoir potentiellement des abeilles solitaires qui vont s'installer, mais aussi d'autres auxiliaires. En haut, on a d'autres compartiments. Ça va être des habitats potentiels pour d'autres abeilles solitaires, mais aussi pour les cirfes, qui sont sous forme de larves très friands de pucerons, par exemple.
on a d'autres habitats pour pouvoir accueillir potentiellement des coccinelles. Sur les deux côtés, on a des boîtes fermées avec des incisions qui sont faites pour accueillir par exemple les chrysopes, les demoiselles aux yeux d'or, qui sous forme de larves vont consommer des pucerons, mais aussi potentiellement le psylle africain dont on a parlé. Dedans, on a de la paille qui va en fait venir servir d'isolation un peu pour les températures froides où les insectes vont passer l'hiver. Et en haut, on a encore deux autres compartiments mixtes qui vont être aussi des habitats pour d'autres auxiliaires. Ici aussi des coccinelles, des cirfes. Et ici, on peut avoir toutes sortes d'insectes qui peuvent s'installer et qui seront ainsi disponibles à la sortie d'hiver pour aller dans les parcelles et consommer certains ravageurs. Donc en fait, il y a une hiérarchie et une combinaison. Il faut avoir des pratiques respectueuses de l'environnement, pas de désherbage chimique par exemple, ça peut être une bonne option, combiné à une gestion du milieu naturel autour des parcelles favorable. Il faut qu'il y ait beaucoup de milieu naturel autour pour pouvoir espérer attirer en grande quantité les auxiliaires au sein des parcelles. On va avoir aussi un plus grand réservoir en fait. Et après, une fois que cela c'est fait, on combine avec des mesures au sein de la parcelle, avec l'installation de haies potentiellement, d'hôtels à insectes, de mares, voilà, des zones un peu aquatiques qui vont être aussi des réservoirs d'auxiliaires potentiels qui vont aller par la suite trouver leur nourriture au sein des parcelles. Il faut garder à l'esprit que les insectes sont naturellement présents dans la nature et y prélèvent leur nourriture. C'est ainsi depuis la nuit des temps. En temps normal, la diversité paysagère les dissémine dans le paysage et leur impact reste mesuré sur les différents biotopes. Mais avec les cultures, l'impact peut être plus important, car les cultures concentrent la nourriture. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de nourriture abondante sans qu'il y ait des insectes pour en profiter. Il faut donc accepter de partager un peu de la manne nourricière. Heureusement, il existe des techniques naturelles qui permettent d'éloigner certains insectes des plantations agricoles et donc de diminuer la part naturellement préemptée. Donc là, on va prendre du fenouil. Pour les purins, il y a un trio gagnant qui est intéressant, qu'on trouve facilement dans toutes nos régions. C'est l'ortie, pour la croissance des feuilles, la consoude, la potasse pour les fruits, et la prêle pour tout ce qui est oligo-éléments et tout ce qui est maladies cryptogamiques. On essaie de laisser la racine quand on peut pour que ça reparte. Donc là, on est en train de préparer nos extraits fermentés. Donc on a été sélectionner des plantes qui ont un certain pouvoir. Alors ces plantes, elles sont un peu magiques parce qu'on s'est aperçu que les molécules qu'il y a dedans, ça peut être aussi bien des biofertilisants, ce qu'on appelle des engrais, et aussi bien des pesticides ou des répulsifs pour lutter contre les insectes, les chenilles. Et on a même des plantes anti-cryptogamiques qui luttent contre le mildiou. Il y a des techniques, on peut utiliser les poules quand on a des fruits avec des vers. En fait, on va venir faire pâturer les poules
au pied des arbres. Les poules, elles vont commencer à se nourrir des fruits pourris avec les larves et avec les œufs des insectes qui viennent détruire les cultures. On s'aperçoit qu'au bout de 1, 2, 3 ans, si on continue à chaque fois, on arrive à rétablir l'équilibre et donc à utiliser les poules comme un insecticide tout en fertilisant les cultures parce que les poules vont apporter de l'azote aux cultures. L'agriculture raisonnée nous offre bien des solutions pour préserver la biodiversité, mais aussi pour regagner notre sécurité alimentaire. En effet, en produisant de façon diversifiée tout au long de l'année, l'agriculteur se rend moins dépendant d'une seule production et moins vulnérable aux aléas climatiques. Je ne pourrais pas juste vivre du maraîchage, parce qu'en hiver, je n'aurais pas assez de rentrée financière. Donc il est important d'avoir des cultures, un certain roulement toute l'année. Donc finalement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'arboriculture sur une certaine période de l'année, avec le maraîchage qui va assurer la suite. De mai jusqu'à décembre, je vais avoir du maraîchage, et de décembre jusqu'à mai, je vais avoir de l'arboriculture. Donc finalement, c'est une boucle incessante où je peux toujours arriver au marché avec un stand bien fourni. Et les aromatiques aussi, bien sûr. Les aromatiques, pour certaines, que j'aurai toute l'année. La citronnelle, que j'aurai toute l'année, et d'autres que je n'aurai que de façon estivale, ouais. Pour moi, la ferme du futur, c'est une ferme, oui, mutualisée, dans laquelle l'interaction est indispensable et l'entraide est indispensable et on peut y arriver ensemble. Alors, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais j'espère qu'elles vont évoluer dans le bon sens. Et pour moi, le bon sens, c'est d'arrêter toute cette mécanisation outrancière et l'utilisation de produits chimiques surtout. Donc je pense qu'il y a une véritable prise de conscience par rapport à ça et c'est bien qu'on fasse ce témoignage pour prouver qu'on peut y arriver sans faire de mal au sol. On peut y arriver. L'agriculture d'aujourd'hui et de demain, ça va être une agriculture qui va intégrer la biodiversité et qui va remettre dans ce système naturel un écosystème. La ferme du futur, ce sera un petit peu comment on mutualise les différents types de cultures, céréales, arboriculture, maraîchage, plantes aromatiques, et comment au sein de grandes exploitations, on peut faire des fermes multi-acteurs où en fait il y a ces différents pôles de biodiversité qui vont s'entraider les uns les autres et casser cette monoculture. Des modèles de transition comme Jean-Martin Fortier qui sur 1 hectare de maraîchage avec 6 personnes, il arrive à faire jusqu'à 150 000 € et sans abîmer son sol. On se dit il y a réellement des outils qui sont à disposition, qui sont présents. C'est à peu près presque 10 fois plus que le modèle d'agriculture biologique ou conventionnelle. Mais c'est juste comment on remanage son exploitation et sa biodiversité pour pouvoir être plus rentable en respectant son sol. Peut-on alors changer nos modèles de production, changer nos habitudes? Peut-on sauver nos sols et mettre en place une agriculture raisonnée et raisonnable à grande échelle? Bien des acteurs du monde agricole en sont aujourd'hui persuadés. Oui, c'est possible. En 20 ans, nous pouvons inverser la courbe du réchauffement climatique, inverser la courbe de la pollution des sols et des nappes phréatiques, tout en produisant suffisamment de nourriture pour tous les êtres humains. Il nous reste certes peu de temps, mais les solutions sont là, à portée de main. Alors, du côté des producteurs, il suffit d'axer les efforts sur une meilleure gestion des sols,
en respectant davantage la nature, en réintroduisant la biodiversité au sein des champs de culture. Du côté des consommateurs, il conviendrait désormais de privilégier les productions de saison, les filières locales, afin d'avoir le moins recours possible à des fruits et des légumes qui traversent les continents et participent alors à accroître la production de carbone dans l'atmosphère. Tous ensemble, nous pouvons ainsi changer les choses en acceptant de modifier un peu nos habitudes. C'est possible, il suffit de le vouloir.